Voilà, on va reprendre donc avec Lise Fabot qui présente la communication d'Isabelle Guégan. Bien, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc Isabelle vous prie de bien vouloir l'excuser pour ces soucis de santé qui vont malheureusement empêcher d'être parmi nous aujourd'hui. Elle tient à remercier également les organisateurs donc, de cette journée d'études de pouvoir présenter donc, ces travaux sur le domaine congéable et donc sur une singularité qui est donc particulièrement bretonne pour les régimes agraires, puisque donc on retrouve particulièrement ce régime dans la Bretagne donc occidentale. Parfait, je vous remercie. Et donc, je vais essayer de vous présenter du mieux que je pourrais, bien entendu, donc cette thématique pour l'époque moderne, puisque donc j'ai eu l'occasion de travailler moi aussi sur le domaine congéable, mais pour la période médiévale. Et donc, j'essaierai de répondre à vos questions dans la mesure du possible à l'issue donc de cette présentation. Pardon, excusez-moi, j'ai fait une fausse manip. Il faut que... Pardon. Voilà, donc là, je avec la... Oui, c'est avec la molette, d'accord, parfait. Parce que j'ai cliqué sur le mauvais... je vais le remettre en mode diaporama, voilà. Parfait, pardon. Donc je le disais, à l'exception du Léon, donc le domaine congéable est le système d'amodiation des terres le plus courant en Basse-Bretagne, où il coexiste toutefois avec des censives, la Quévès donc que l'on retrouve uniquement sur les terres appartenant à certaines abbayes cisterciennes et certaines commanderies de Templiers. À proximité des châteaux ou des abbayes, on rencontre aussi des métairies qui sont, elles, régies par le système du fermage sans partage des récoltes. Le domaine congéable apparaît pour la première fois dans les archives au XIVe siècle et notamment à l'issue de la guerre de succession de Bretagne, c'est-à-dire donc de la période 1341-1364. Quelques auteurs ont pu être tentés de lui donner des origines très lointaines, tel Roch-le-Baillif, qui fait remonter le domaine congéable au régime donc, des Troyens. Mais il semble que ces savants se soient perdus, bien sûr, dans leurs élucubrations, puisque donc, de telles origines sont proprement donc, mythiques. Selon les historiens, et en particulier les historiens du droit, ce contrat agraire original avait donc pour finalité de faire reculer la friche et de repeupler les villages qui avaient été donc désertés pendant la guerre donc de succession de Bretagne et dont la population avait également pu être décimée par les ravages notamment de la peste. À l'occasion de fouilles archéologiques, quelques-uns de ces villages désertés ont été découverts, notamment à l'orée de la forêt de Pontcallec, à Bernay, ainsi qu'au village de Lingou, à Melran, ou encore à Gognidou, dans les monts d'Arrée. À la veille de la Révolution, le domaine congéable est donc violemment critiqué dans les cahiers de doléances bas-bretons, et le pamphlet rédigé par Le Quignot contribue à le décrire comme étant dans l'essence même du régime féodal. La littérature concernant le domaine congéable s'appuie souvent sur la récurrence des griefs qui sont adressés à son encontre, griefs qui sont repris directement des cahiers de doléances et qui ont valu à ce domaine une réputation de système contraignant. Système qui limite l'initiative du domanier et qui constitue un frein au progrès de l'agriculture. Toutefois, cette légende associée au domaine congéable, qu'on peut qualifier de légende noire, a été nuancée par des travaux récents, dont ceux des historiens Jean Gallet ou Tim Le Goff dans les années 1980-1990. On en vient donc à définir véritablement ce domaine congéable, et on peut retenir la définition suivante, c'est-à-dire que le domaine congéable est défini par des usements ruraux qui n'ont jamais été insérés dans les versions successives de la coutume de Bretagne, mais ces usements en force de loi. Ce qui fait que le domaine congéable est basé sur une dissociation entre le fonds, qui reste la propriété du seigneur foncier, qui est souvent d'origine noble, ou qui peut
être issus du monde bourgeois pour l'époque moderne, et ce que les sources appellent les édifices et superfices, c'est-à-dire donc les droits réparatoires qui appartiennent en propre au convenancier, que l'on peut également appeler le domainier. Autrement dit, dont le paysan qui met en valeur la terre. En contrepartie de l'allocation du fonds, le colon s'engage à verser au seigneur foncier une rente qui, depuis le Moyen Âge, est appelée le convenant, ou rente congéable. Plus élevée que le cens, versé par le tenancier donc au titre des censives, la rente convenancière semble malgré tout modique et stable pour l'époque moderne. C'est un petit peu différent pour l'époque médiévale que j'aurai l'occasion de le présenter donc cet après-midi. Clé de voûte du système, le domaine congéable accorde le droit au seigneur foncier de faire évaluer les améliorations portées aux édifices et aux superfices, c'est-à-dire donc aux éléments ajoutés sur la tenue par le domanier, suite à une prisée qui pouvait être effectuée donc par 3 experts. Prisée qui pouvait également donc donner lieu à des remboursements lors donc du congément proprement dit. Dans les faits, ainsi que l'ont montré donc Jean Gallet et Tim Le Goff, que je citais donc à l'instant, ou encore Philippe Le Rosquet, le foncier donc congédie rarement de son propre chef, le domanier. Il préfère en effet donc céder ce droit à un demandeur en congément, qui est en général un paysan, qui souhaite acquérir une tenue, et cela moyennant le versement d'une commission. Le domaine congéable se caractérise également par une restriction des droits accordés donc au domanier, qui ne peut faire ce qu'il veut sur la tenue sans avoir au préalable le consentement express du seigneur foncier. Ainsi, le colon ne peut couper les arbres fonciers, c'est-à-dire les arbres propres, qui appartiennent donc, qui poussent sur les fossés, et que le convenancier aurait été amené donc à faire fructifier, à édifier, nous disent les sources, et dont il n'a droit qu'au sol émonde. La complexité du domaine congéable se devine dans un article qui est l'article 9 de Cornouailles, que vous voyez donc ici apparaître, c'est-à-dire donc que les droits donc sont circonscrits aux maisons neuves, avec la permission du seigneur foncier, et également à ce que l'on appelle le fonds, avec la thématique des haies, des fossés, des vergers ou encore des jardins et des prairies. Par conséquent, nous avons d'un côté le système qui semble plutôt favorable aux paysans, puisqu'il en fait donc de véritables propriétaires des édifices et des superfices qu'ils peuvent vendre, qu'ils peuvent sous-louer, alors que d'un autre côté, le domaine congéable paraît beaucoup plus restreint, avec notamment au niveau de la liberté d'action laissée donc au tenancier, ce qui laisse donc un sentiment qu'il est beaucoup plus défavorable au tenancier comparé donc aux autres modes de faire valoir agricole en usage donc à cette époque. Le convenancier doit en effet rendre des comptes. Il doit également payer une amende dans le cas donc de la démolition des édifices ou des superfices qui seraient construits sans l'autorisation du seigneur foncier. Par ailleurs, les restrictions posées dans le cadre de l'article 9 se trouvent renforcées dans l'article 10 qui interdit au domanier de grever le fonds. Cela signifie que les édifices et les superfices remboursés au convenancier lors du congément ne doivent pas valoir plus que le fonds lui-même, et cela semble être un embarras particulier pour le domanier, notamment à l'époque du XVIIIe siècle, où, dont le cas de figure semble se présenter de manière assez régulière. Malgré ces contraintes, le système convenancier a traversé les siècles, les âges, puisqu'il a survécu jusqu'à la Révolution française, et même au-delà, si l'on considère les éléments du XIXe siècle, où on peut retrouver des traces de ces scories médiévales, féodales, nous dit Isabelle, pour les sources donc de l'époque moderne. L'étude du domaine congéable fait donc surgir un certain nombre de paradoxes. Si en droit, les domaniers ont pour mission de mettre en valeur les terres délaissées, autrement dit les terroirs où se développe le domaine congéable, et ce, dès le XIVe siècle,
et plus tard donc des terres qui ont été anthropisées, eh bien, on observe également le fait que le domaine congéable se développe dans un vaste massif forestier qui couvrait la plus grande partie de la Bretagne occidentale et de la Basse-Bretagne, et ce depuis l'Antiquité. Autrement dit, donc une nécessité de se remettre dans le temps long pour appréhender donc ces différentes contraintes. Il faut également prendre en compte différents éléments tels que les habitats dispersés, le bocage, ou encore l'importance des landes, qui sont aussi des éléments importants pour comprendre la géographie agraire. Lorsque le domaine congéable se met en place, il y avait également des bâtiments, ainsi que des talus, des forêts, des champs labourés, même si quelques-uns ont pu être en friche au moment où les convenanciers ont été donc amenés à prendre possession des domaines congéables. Si quelques jurisconsultes présentent le fond de la tenue comme un roc nu, pour reprendre les expressions, que le domanier doit s'efforcer de mettre en œuvre, il s'avère qu'il s'agit en réalité d'une fiction juridique. Fiction juridique qui s'oppose à la réalité du terrain, même si les éléments sont parfois difficiles à saisir à travers les sources. Bien que contraignant, le domaine congéable a participé à la fabrication d'un paysage, ce qui justifie donc pleinement cette présentation, et les actes de la pratique montrent que bien souvent, les domaniers sont parvenus à dépasser ou à composer avec les différents interdits qui leur étaient posés par les usements. Donc Isabelle cherche à chercher dans un premier temps à mettre en exergue comment le domaine congéable s'est avéré donc être en réalité un système incitatif afin de permettre justement aux domaniers, aux convenanciers, de mettre en valeur la tenue à travers l'examen plus particulier des cas des fossés, des landes ou des prés irrigués. Elle s'est également intéressée dans un deuxième temps à la question de montrer les conditions imposées aux convenanciers pour essayer de voir en quoi elles ont été particulièrement contraignantes, avec aussi une volonté de ces domaniers de composer avec la question des freins mis justement à cette question des livres de la liberté d'initiative, et donc elle a pour cela pris appui sur l'usement de Cornouailles. Et pour terminer, nous reviendrons sur la question de la capacité d'un système de location des terres spécifiques pour modeler le paysage dans la droite ligne de cette journée d'études. Donc tout d'abord, dans une première partie sur la Cornouaille, un terroir à valoriser grâce au domaine congéable, il faut revenir sur la question de la mise en valeur, en insistant sur le fait que les terres de Basse-Bretagne étaient déjà en partie anthropisées, j'ai eu l'occasion de le dire brièvement en introduction, au moment où le domaine congéable s'est mis en place. Par conséquent, les droits accordés aux domaniers devaient lui permettre de remettre en état les tenues et surtout de les améliorer. Donc ça, c'est plutôt pour le Moyen-Âge et pour le début de l'époque moderne. Cet arrangement juridique était profitable, bien entendu, à la fois aux convenanciers, aux domaniers, mais aussi aux propriétaires fonciers. Le premier pouvait en effet espérer un rendement plus intéressant de la tenue, s'il la valorisait par des aménagements et des bâtiments. Tandis que le second pouvait espérer fixer sur la tenue des convenanciers, qui lui verserait régulièrement une rente et ne serait pas tenté de déguerpir en abandonnant les édifices et les superficies, fruits de leur travail sur leur tenue. Les premiers travaux et les premiers temps consacrés à l'étude du domaine congéable restent aujourd'hui mal documentés. Et les médiévistes, parmi lesquels je m'inscris, ont essayé de tenter de poser un petit peu les origines du domaine congéable, notamment dans le diocèse de Vannes, où, il faut bien le dire, nous nous heurtons à des baillées très peu nombreuses, ce qui restreint bien entendu les conclusions. Ce que l'on peut dire, c'est que le convenancier dispose d'une assez grande latitude pour aménager la tenue et en faire un bien foncier rentable. Au cours des XVe et XVIe siècles, la Bretagne connaît une phase de croissance qui est brutalement interrompue par les guerres de la Ligue au XVIe siècle, entre les années 1589 et 1598. Les guerres de la Ligue qui frappent durement la Cornouaille où les terroirs sont dévastés. S'ensuit une période pendant laquelle les campagnes sont à nouveau confrontées à une période de reconstruction. Reconstruction au cours de laquelle les seigneurs tentent à nouveau de remettre en vigueur
le système donc, du domaine congéable et encourage leurs paysans à se tourner vers ce domaine. La souplesse du système s'avère en effet avantageuse, tant pour le seigneur foncier que pour le domanier. Le premier, n'a pas à engager de fonds pour bâtir les maisons, les étables, comme dans le cas d'une métairie par exemple, et le domanier donc peut édifier à ses frais les bâtiments dont il a besoin, sur la tenue, sachant que en cas de congément, il serait remboursé. À partir de la fin du XVIIe siècle, et surtout au XVIIIe siècle, les fonciers semblent beaucoup plus sévères à l'égard de leurs convenanciers. Les travaux de l'ethnologue Jean-François Simon sur l'habitat rural en Cornouailles, ou ceux de Christophe Le Pabic pour le duché donc de Rohan, permettent donc de montrer que nombre de maisons et de bâtiments ont été édifiés à l'occasion des XVIe et XVIIe siècles, avec un mouvement de construction qui se ralentit. Au XVIIIe siècle, période durant laquelle l'économie et la démographie bretonne, tant dans les espaces urbains que dans les espaces ruraux, connaît donc, des périodes moins favorables. Par ailleurs, il n'était pas nécessaire de reconstruire des maisons ou des étables qui répondaient aux besoins des paysans ou des animaux pour faire face aux nouveaux enjeux. Cette sévérité donc accrue des seigneurs fonciers à l'égard des domaniers permet donc d'expliquer en partie le raidissement observé dans le cas du domaine congéable. Raidissement que l'historien perçoit à travers les baillets, où les congéments ou les baillets d'assurance sont beaucoup plus stricts, avec donc la possibilité pour le colon de se maintenir 9 ans ou plus sur la tenue. La rareté, néanmoins, de ces baillets dans les archives laisse penser que les conventions verbales étaient donc, entre fonciers et convenanciers, prévalaient dans le passé, mais qu'au XVIIIe siècle, cette manière de procéder était révolue, puisque donc l'on n'observe pas, ou beaucoup moins fréquemment, de telles mentions. Elles indiquent également donc ce qui était permis ou ce qui était interdit. Donc ça, c'est un élément qui retient l'attention d'Isabelle Guégan. Il n'est pas plus question de laisser les convenanciers agir à leur guise sur la tenue, sans quoi ils pourraient être tentés, bien entendu, de grever le fond et donc de rendre le congément inutilisable. On en vient ensuite à la question des parcelles, avec la question des fossés, puisque au XVIIIe siècle, en Basse-Bretagne, la majorité des parcelles de terre étaient entourées de fossés. Autrement dit, de talus composés de terre, de pierres pour les renforcer, de manière également à organiser les terroirs. Le domaine congéable était donc un exemple de ces ceintures de champs par des fossés, par des talus, mais n'est pas le seul bien entendu. Et donc ces fossés figurent au nombre des édifices que j'ai présentés au début de cette communication, et des superficies qui pouvaient être remboursées aux convenanciers dans le cadre du congément. Il semble que les domaniers aient construit des fossés plus hauts que nécessaire. Julien Furic, commentateur de l'Usement de Cornouailles, s'agaçait particulièrement de cette situation, car selon lui, elle entravait le bon fonctionnement des pratiques agraires et pouvait s'avérer un problème pour la libre circulation à travers l'espace rural. Il prenait notamment l'exemple ici des sangliers qui pouvaient être amenés à se retrouver piégés dans cette organisation. Et donc, je passe rapidement sur ce point. L'édification de talus n'a cependant pas été contrecarrée par l'usement, puisque l'usement de Cornouailles a plutôt incité les domaniers à construire des fossés pour donner de la valeur à la parcelle et pour justement procurer des avantages aux paysans, ne serait-ce qu'en cas d'orage, avec la rétention des eaux en cas de pluie, pour éviter qu'elles n'emportent les terres arables. Les fossés permettaient également de protéger les cultures de la gelée, si on se fie aux travaux du géographe André Meignier. On a parfois accusé à tort le Code civil de 1804 d'avoir haché les terres, mais en se penchant sur l'examen de la coutume de Bretagne, on se rend compte qu'il n'en est rien. Et donc, on se rend compte également que le partage égalitaire entre tous les descendants d'un domanier incitait certains d'entre eux à bien séparer les parcelles les unes des autres, autrement dit à encourager la construction de ces mêmes talus. Enfin, selon Annie Antoine, la densité du bocage breton est à relier à la question de l'élevage, puisque c'était là un moyen d'empêcher les bestiaux de divaguer d'un champ à l'autre, et donc de causer des dégâts au niveau des cultures.
Mais plus on s'éloigne du village, plus le maillage du talus est lâche. Ce qui pose dans la question des parcelles de terre, notamment les parcelles de terre froides, qui sont les plus étendues et qui ne sont pas toujours saintes de talus, puisqu'elles n'étaient pas donc forcément cultivées de manière donc régulière. Et donc, il s'agit en l'occurrence, pour définir donc brièvement et en définitive donc des talus, d'une simple levée de terre qui n'est pas renforcée non par des pierres, donc dans le cas donc des terres froides. Se pose également la question des Landes, puisque donc la Basse-Bretagne est une région de bocage, nous l'avons dit, mais aussi une région où les Landes occupent une place importante dans le paysage, mais aussi dans l'économie agraire. En témoigne la déclaration donc, du XXe que vous avez donc ici à l'écran, perçue donc en 1750 sur les frères donc Prat de Quérien, qu'Isabelle donc, se propose de commenter comme suit, en expliquant donc qu'il s'agit ici donc d'une petite tenue tout à fait emblématique d'une paroisse donc située en Basse-Cornouailles, dans la région donc, de Quimperlé, qui comprend 15 journaux de terre, soit environ 7 hectares, ayant été mis en valeur donc en consortie par les frères Prat. Les domaniers donc indiquent dans leur déclaration quel était l'usage des landes, en l'occurrence apporter des amendements à la terre, avec donc l'idée d'obtenir des rendements intéressants, puisque donc il s'agissait de fumer soigneusement les terres destinées aux emblavures. Il s'agit encore donc d'une exigence plus particulière dans le cas des petites cultures, telles que le chanvre ou le lin, puisque donc ces cultures étaient particulièrement exigeantes et nécessitaient donc d'avoir des courtils à proximité des habitations régulièrement donc entretenues. Chaque tenue comprend à la fois des terres chaudes et des terres froides, les terres chaudes désignant les terres emblavées régulièrement, tandis que les terres froides étaient plus régulièrement conservées donc sous le régime des Landes. Elles ne constituent pas à proprement parler donc des incultes, il faut bien les distinguer, puisque dans les Landes bretonnes étaient l'objet donc de cultures extensives. Culture extensive donc qui donnait lieu à des écobuages tous les 30 ou 40 ans, lors donc de grandes journées de défrichement, où le domanier faisait appel aux forces vives du terroir, de sa paroisse, avec donc la solidarité non paysanne. La parcelle ainsi écobuée était ensuite faisait ensuite l'objet de culture pendant quelques années avant de retourner en friche, selon un système que l'on peut très rapidement présenter. La lande était également donc utilisée pour fournir la litière aux animaux, avec donc la composition de différents végétaux qui permettaient donc en les mêlant aux déjections animales d'augmenter donc le rendement donc des terres, par ce que l'on appelle le fumier chaud. Il existait différents types donc, de fumier, et donc on retient ici l'idée que la lande avait une utilité, et même une nécessité dans le cadre donc, des domaines congéables, et ce tout au long de l'époque moderne, puisque donc elle palliait dans le manque d'engrais chauds, autrement dit, donc d'éléments sur lesquels les physiocrates au XVIIIe siècle ne manquent pas donc d'insister. Et donc, si l'on revient à la question du domaine congéable, on peut conclure que le domaine congéable est plutôt neutre en la matière, puisque donc il ne sanctionne pas véritablement le domanier qui négligerait de semer par exemple de l'ajonc sur les terres froides, sur les landes, puisque à l'occasion du congément, tous les fumiers, quel que soit dans leur état et quelle que soit leur localisation, au sein donc, de la tenure, pouvaient donc être estimés et donner lieu à des remboursements à l'occasion du congément. Enfin, se pose donc la question donc, de l'aménagement des prairies, avec donc la question de l'élevage. La Basse-Bretagne étant donc une région d'élevage. Et donc il est important de souligner le fait que les animaux disposaient tout au long de l'année d'une nourriture et d'herbes donc issues directement donc, de ces espaces de landes que je viens de citer, avec donc un intérêt tout particulier de l'usement de Cornouailles qui autorise les domaniers à aménager les prairies et à les irriguer. Autrement dit, donc à construire des aqueducs, à construire différents aménagements. Donc vous avez ici un exemple dans la citation, juste en fin de diapositive, qui présente donc les différents traits avec notamment la question des aqueducs pour essayer de fertiliser au mieux donc ces terres, ces prés. Ces prés faisaient donc l'objet de soins attentifs de la part des domaniers, puisqu'ils devaient non seulement aménager dans les canaux, mais aussi les entretenir tout au long de l'année.
Et il faut aussi souligner, donc au XVIIIe siècle, les paysans devaient y mettre dans les eaux accoutumées, c'est-à-dire qu'ils devaient laisser l'eau s'écouler lentement sur la parcelle, de manière donc à favoriser l'irrigation donc de ces cultures que l'on peut qualifier donc de cultures extensives. Il y avait également donc différentes nécessités d'entretien. Je pense ici au curage, notamment avec donc les feuilles mortes, notamment donc dans les canaux. Et donc, si l'on se penche plus particulièrement donc, sur les domaines congéables, on peut retenir l'idée que la réalisation des canaux d'irrigation peut être considérée comme une amélioration apportée au fond. C'est-à-dire que les canaux pouvaient être remboursés en cas de congément et que les parcelles étaient estimées à un prix assez élevé au XVIIIe siècle, malgré la faible superficie, ce qui signifie qu'elles étaient donc bonifiées à l'occasion donc, de ces congéments. Dans un deuxième temps, excusez-moi, dans un deuxième temps, nous reviendrons sur la question des restrictions apportées par la liberté d'agir du domaine. Et nous reviendrons tout d'abord donc sur la question de l'encadrement, de l'édification des bâtiments. Puisque, donc, pour revenir à l'article 9 de l'usement donc de Cornouailles, eh bien, les choses sont particulièrement encadrées pour donc, éviter donc, notamment les abus. Alors, il faut bien entendu faire la part de ce qui relève de la réalité et de ce qui relève de la littérature, notamment de la littérature des cahiers de doléances, que le moderniste n'hésite pas à qualifier de littérature de combat. Mais il est vrai que les maisons bas-bretonnes sont plutôt basses et d'ouverture plutôt rare, donc, si on se penche sur le bâti non proprement dit. Souvent, dans les maisons et les bâtiments agricoles, s'adossaient les uns aux autres, ce qui permettait de faire l'économie dans plusieurs murs de refond. L'usage donc, de la pierre de taille n'était pas non plus toujours permis par les seigneurs fonciers, de même que la couverture en ardoise, d'où des couvertures en chaume, alors qu'au XVIIIe siècle, le Parlement de Bretagne était plutôt rétif à ce type de couverture pour des questions d'incendie, des questions de préservation. Les maisons à étage étaient également rares, car l'escalier ou le degré était synonyme de luxe et donc interdit le plus souvent. L'usement, donc, ne permet que ce qui est en définitive utile et strictement nécessaire. Autrement dit, une définition assez vague qui permet donc au foncier de sévir. Le domanier ne doit pas non plus veiller à ne pas trop grever le fond, de manière à ne pas donc obérer donc les remboursements au moment donc, du congément. Il faut également souligner le fait que le seigneur foncier surveillait donc relativement de près ce qui se passait donc sur la tenue, ce qui donc démontre un certain contrôle, à l'inverse donc de ce qui peut être observé pour les autres modes de faire valoir. Pour cela, donc, le foncier dispose d'un outil efficace qui est la déclaration par tenant et aboutissant, que le domanier donc, doit remplir et doit rendre après donc, un congément. Dans celle-ci, dont le contenancier se doit de décrire tous les édifices et tous les superfices de la tenue, de manière à rendre compte des ruines ou des anciens emplacements de maisons, comme il devait donc l'indiquer dans le cas des déclarations donc, de biens. Il devait également, donc, au moment du congément, préciser donc, un certain nombre de points qui pouvaient donner lieu donc, à remboursement, sans qu'il y ait donc pour cela donc, de règles strictes établies, et donc ce qui permettait donc là aussi une certaine latitude pour les différents donc, seigneurs. Vous avez donc un exemple ici, voilà, de description de baillis de congément où on observe donc ces présentations. Ceci étant un modèle, on peut dire, donc, de baillet, donc de congément, avec donc une description assez précise sur laquelle je passe pour venir donc à la question donc, des bois fonciers, ce qui sera donc l'objet donc, du dernier point, puisque donc si la liberté de construire des fossés est accordée aux domaniers, il faut aussi revenir sur la question donc, des bois qui fait l'objet donc d'un article, l'article 7, qui en restreint donc les usages. Ce que vous voyez donc ici apparaître dans la citation, avec l'idée que le contenancier est incité à planter des arbres sur les fossés, mais qui ne peut guère en profiter, puisque donc ce contenancier a seulement le droit de prélever les émondes, et cela seulement une fois au cours donc de la baillie, ce qui contribue donc à limiter strictement donc les profits. Au XVIIe siècle, plusieurs arrêts du Parlement de Bretagne restreignent un peu plus la liberté du domanier, puisque jusque-là, celui-ci pouvait couper les châtaigniers, par exemple, considérés comme des arbres fruitiers. Alors qu'à partir du XVIIe siècle, le domanier ne peut que couper que les bois fonciers dont il n'a droit qu'aux émondes, autrement dit, dont les bois de mérins comme les chênes, les châtaigniers, les hêtres ou encore les aulnes ou les frênes.
Et donc, comme en matière de maison ou de grange, le condicier, est tenu de faire figurer dans sa déclaration tous les arbres propres qui se trouvent sur la tenue. Le colon doit également rendre des comptes quand l'arbre est tombé suite à une tempête, afin de prouver que sa responsabilité n'est pas en cause. Il ne doit pas donc couper la tête des arbres, par exemple. Il ne doit pas non plus donc couper les troncs, bien entendu, sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation donc, du seigneur foncier. Ces différents éléments se retrouvent dans les différents cahiers de doléances et contribuent donc à donner l'impression que donc au XVIIIe siècle, l'autorisation donc donnée aux domaniers de couper donc les arbres était donc une autorisation très limitée, puisque donc elle n'était donc accordée qu'avec parcimonie par les seigneurs fonciers pour des questions évidemment donc de profit. En définitive, on peut retenir donc comme idée que le domaine congéable impose donc un certain nombre de restrictions à la liberté d'agir du domanier. Il ne peut faire dans ce qu'il veut dans sa tenue, alors même qu'il est pleinement propriétaire des édifices et des superficies. L'exemple le plus flagrant est celui qui résulte de l'usage des bois fonciers et de la liberté très encadrée d'édifier les bâtiments pour abriter les hommes ou les animaux. En revanche, le colon est incité à réaliser donc toutes sortes d'aménagements qui permettent de donner de la valeur à la tenue, notamment dans le cas des fossés ou dans le cas des canaux d'irrigation. Cependant, le domanier n'est pas responsable de tout. Le paysage breton résulte aussi des conditions naturelles de la Bretagne. Le climat, la qualité pédologique jouent ici bien entendu un rôle prépondérant. Ils imposent un certain nombre de contraintes avec lesquelles les paysans doivent faire face. Toutefois, face à la médiocrité des sols, les Bas-Bretons ont trouvé quelques parades, si l'on peut dire, avec notamment la lande, qui peut être considérée comme un palliatif à ces différentes contraintes, mais aussi avec des aménagements, dans le cas notamment des domaines congéables, où dont les tenues permettent donc d'apporter des améliorations, je pense ici aux canaux d'irrigation, ou encore donc aux rendements qui sont donc améliorés eux aussi. En cas de congément, les domaniers n'ont pas travaillé pour rien, puisqu'ils récupèrent une partie du fruit de leur labeur à travers le remboursement des droits préparatoires. Enfin, Isabelle Guégan se demande s'il n'existe pas des différences notables entre les tenues à domaine congéable et les autres modes de faire valoir, les censives ou les métairies, que l'on peut observer en Cornouailles. Et il faut donc dire, l'historien ne peut malheureusement tout mesurer dans ce domaine, puisque donc les sources produites restent assez allusives sur ces questions et ne permettent pas de trancher tous les débats. Toutefois, les aveux rendus aux seigneurs ne montrent pas de différence notable entre les différents types de biens fonds, si bien que l'on peut dire que la plus grande quantité de biens à domaine congéable en Cornouailles semble influer sur la manière de faire des tenanciers de censives ou des fermiers de métairies en matière agraire. Il n'y a qu'en matière de bois poussant sur les fossés où il serait possible de noter des différences en matière d'usage et en matière de droit. Quant aux maisons, en Cornouailles, celles-ci ont un air de parenté qui fait qu'elles ne varient guère par rapport aux autres petites régions, avec des qualités de pierre qui ont servi aussi à leur construction. Et pour terminer, Isabelle se demande si, on ne pourrait pas tenter aussi de mesurer d'autres conditions, notamment voir un petit peu comment justement ces conditions du terrain ont influé sur la richesse des paysans bas-bretons. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, merci à Brice Rabot de s'être prêté à cet exercice un peu difficile de communiquer à la place de quelqu'un d'autre. Pour qui n'était pas présent, je rappelle tout à l'heure, que pour poser des questions, il faut venir ici sur l'estrade, sinon les gens à distance ne nous entendent pas. À vos questions. Je vous remercie. Non, mais restez. Restez devant le discours. Ah, pardon, j'avais oublié pour le micro.
Ces deux questions, a priori, Oui. Brice, vous devriez pouvoir y répondre parce Oui. que ma première question, c'est sur est-ce qu'on sait à peu près évaluer pour la partie donc occidentale de la Oui. Bretagne le Oui. taux de dépeuplement à la fin du Moyen Âge, s'il est vraiment important, parce que effectivement l'idée c'est de repeupler. Et en même temps, vous avez bien précisé que voilà, on n'est pas dans des zones si dépeuplées que ça. Donc, est-ce qu'on arrive à le mesurer? Et puis, ma deuxième question est plus une remarque sur le paradoxe, je trouve, que représente le fait d'avoir un système donc plutôt contraignant, alors qu'on cherche à attirer du monde. Tout à fait. Je l'aurais pas fait comme ça. Tout à fait. Et puis, les chartes de franchise, c'est justement l'inverse dans le cadre des opérations de colonisation agraire, etc. Donc voilà, que soumet cette remarque, cet étonnement à votre réflexion. Très bien. Merci. Écoutez, je vous remercie. Alors pour la première question, donc pour la question du dépeuplement, vous m'excuserez de ne pas être très précis puisque donc, je n'ai guère travaillé donc, sur ces thématiques et donc je vais botter un petit peu en touche puisqu'on a très peu de sources aussi donc, sur ces questions. Si on se base donc, sur les mentions de friches qui permettent donc d'avoir un aperçu, hein, donc des taux de déprise au niveau donc, du parcellaire, alors pour le Vantais particulièrement, parce que pour le Nantais, c'est un petit peu différent, comme je reviendrai là-dessus donc cet après-midi, on peut retenir que pour le Vantais, on a donc une dichotomie entre l'arrière-pays, le pays de l'arrière-pays, hein, des Landes de l'Envaut pour faire simple, et dans le littoral, où finalement les zones de déprise sont très limitées hein, pour le littoral, puisque donc les terres sont plus fertiles. Donc on a les seigneurs fonciers ont tout intérêt à retrouver des paysans pour exploiter les terres qui seraient temporairement délaissés. Par contre, pour l'arrière-pays, notamment donc dans l'arrière-pays de Rohan, dans le nord-est donc du Vantais, on observe donc des taux de déprise qui avoisinent les 25%, 25-30%, ce qui est assez considérable hein, pour la fin donc, du Moyen Âge. Et donc ce sont dans ces territoires-là où on observe donc finalement l'imposition donc prioritaire donc des domaines congéables pour essayer justement de reprendre la main hein, sur ces exploitations. Mais là, on est donc confronté à des lacunes, hein, des sources, puisque donc pour la fin du Moyen Âge, je ne dispose par exemple que d'une dizaine de baux, vous voyez, pour dresser un panorama donc, des domaines congéables, ce qui est très très limité hein, d'un point de vue statistique. Donc je suis assez prudent par rapport aux conclusions pour l'époque donc du XVIe siècle, sur laquelle donc Jean Gallet a travaillé et donc a émis donc, un certain nombre d'hypothèses qui sont toujours valables aujourd'hui. On note là aussi une réduction hein, donc de cette déprise. Donc là, on est vraisemblablement en dessous donc de 20% donc de terres qui sont donc dans la situation non des déprises. Et donc le domaine congéable donc accélère, si je puis dire, sa progression, avec donc là aussi une implantation plus spécifique dans l'arrière-pays plutôt que donc sur le pays littoral. Pour votre deuxième question, sur justement le paradoxe, avec donc l'imposition de conditions plus strictes pour essayer d'attirer aussi en même temps dans des paysans, eh bien il faut opérer donc une vision un petit peu dissymétrique entre ce qui se passe au Moyen Âge et ce qui se passe à l'époque moderne. Pour le Moyen Âge, on n'a pas véritablement donc de contraintes strictes qui sont imposées aux paysans. Parce que par exemple, je n'ai pas la question des bois, la question des fossés qui apparaît dans les aveux. Il n'y a aucune référence à cela, puisqu'on est au tout début hein, du domaine congéable, donc il y a une certaine souplesse dans la mise en œuvre donc, de cette évolution. Pour l'époque moderne, il y a une césure qui est la césure des années 1670. Année 1670, où Jean Gallet l'a très bien montré, on a donc un raidissement comme un petit peu partout hein, d'ailleurs dans le domaine seigneurial, avec donc une volonté des seigneurs de reprendre en main les choses et d'imposer une autorité plus stricte, avec notamment donc des rentes plus élevées, avec donc des droits plus stricts, et donc tout ça fait que, eh bien, on en arrive à donc des prélèvements qui sont plus lourds, mais en même temps, les domaines congéables donc qui sont tournés vers les échanges extérieurs sont plus lucratifs que les censives ou les métairies. Donc cela compense, si vous voulez, donc, les contraintes qui sont faites aux paysans. Et donc pour le XVIIe et pour le XVIIIe siècle, je ne maîtrise pas véritablement donc, ces questions-là, parce que je ne suis pas penché là-dessus, mais j'en déduis, d'après ce que j'ai pu lire hein, dans des travaux d'Isabelle et de ce que j'ai pu lire par ailleurs, que eh bien, donc, les profits tirés donc, par ces paysans, notamment au moment des congéments, étaient donc supérieurs aux contraintes imposées par les seigneurs, ce qui fait que, eh bien, il n'y a pas véritablement de vacances dans l'attribution des domaines congéables par les paysans, voire même au XVIIIe siècle une certaine rivalité
entre les cousins qui n'hésitent pas, donc, par exemple, à congédier les domaniers pour s'emparer des terres, pour augmenter la taille des exploitations. Donc là, on en arrive à des rivalités qui sont un petit peu paradoxales. Et donc là, pour le coup, il faut se pencher sur les sources dans le XVIIIe siècle, un petit peu comme M. Schoucker tout à l'heure, avec une démarche rétrospective, pour essayer un peu de comprendre ce qui se passe auparavant. Voilà, j'étais un petit peu long, mais je pense que c'était nécessaire pour comprendre un petit peu ces enjeux, puisque c'est très particulier, effectivement, comme système. Voilà, alors si vous permettez, on laisse la parole au conférencier suivant, sinon on prendra trop le retard. J'espère de ne pas trop frustrer les éventuels. Je vous remercie. On peut toujours les voilà. Merci. Donc, le PowerPoint. Ça marche. Si, le voilà, donc je le mets en partage ici. D'accord. Je laisse ça là si ça ne vous gêne pas trop pour qu'il vous voit. Ah oui, bien sûr, tout à fait. Et donc, ici. C'est soit arrêté, enfin, voilà. Ouais, je ne vais pas là. Oui, voilà. Diaporama, à partir du début. Et voilà. Très bien, merci. Merci beaucoup d'abord donc aux organisateurs de ces journées pour leur invitation et pour le programme qu'ils proposent. Et je dois dire qu'il est organisé vraiment magnifiquement parce qu'on glisse, on va glisser du bocage et on va aller vers des terres qui sont des terres d'open field. Et là, je trouve que justement la confrontation de ce qu'on vient d'entendre avec ce que je vais présenter est très intéressante parce que contrairement à ce à quoi on pourrait s'attendre, en fait, là où il n'y a pas de limites apparentes, en fait, elles ne sont pas apparentes, mais elles existent bien. Et elles sont juridiques. Et donc, en fait, je trouve que je crois que la confrontation là, des deux interventions sera particulièrement intéressante et je pense aussi éclairante par rapport aussi à ce que nous a présenté Gérard Schoucker au tout début sur l'importance véritablement du droit, qui est vraiment absolument fondamental. Donc, on peut s'arrêter déjà tout simplement sur le paysage. Sur ce qu'on voit là, on voit des champs, enfin des emblavures. On ne perçoit pas de limites. On est bien. Donc là ici en fait c'est la Beauce, mais j'aurais pu prendre une photo issue de la Brie, de l'Artois, etc. Enfin du bassin parisien, de la plaine de Caen, enfin et ailleurs bien sûr en Europe. Pas de limites apparentes, des emblavures et en même temps de l'élevage. Et ça, ici, on est sur vraiment le cas très intéressant d'un système agropastoral. C'est-à-dire qu'il faut mener sur un même espace, donc polyterritorialité, donc il faut mener à la fois une activité agricole qui, par définition, est enracinée, le blé. En même temps, sur ce même espace, il faut amener des troupeaux. Comment faire cohabiter quelque chose qui détruit ce qui est enraciné aussi. Et en même temps, tout cet espace-là, eh bien, il est approprié, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a des hommes, on les voit pas, mais en fait, tout derrière ce paysage, ce sont des hommes, ce sont des sociétés. Et donc, la question est de savoir finalement comment tout cela est possible dans ces sociétés pré-industrielles. Donc, le paysage, en l'occurrence, c'est un système social. Donc, moi, là, ce qui va m'intéresser, justement, c'est la question de la clôture. Dans un paysage sans clôture, justement. Comment on clôt les espaces là où, justement, on n'installe pas de clôture. Et finalement, comment tout cela s'organise-t-il
D'abord, le paysage est un système social. Comment ça fonctionne finalement? Alors, dans les grands traits, ce qu'on appelle un open field. Alors, le paysage la photo qu'on vient de voir là, de ce paysage beauceron, en fait, sur le plan juridique, c'est extrêmement morcelé. C'est-à-dire qu'on est sur un espace où on a l'impression qu'il n'y a pas de limite, alors qu'en fait, elles sont partout. Elles sont partout, il y a des parcelles. Si on prend le cas, par exemple, de ce territoire, donc Toury qui est installé en fait sur sur l'ancienne route Paris-Orléans, hein, qui est aujourd'hui la nationale 20, hein, donc c'est un gros bourg durant l'époque médiévale et d'autres. Hein. On a un plan terrier en 1696. Sur ce plan terrier, on a plus de 5000 parcelles pour un territoire de quelques hectares. C'est plus de 5000 parcelles. En moyenne, une parcelle, un champ, c'est une 20-30 arts. C'est minuscule. Et ce sont des parcelles allongées, des lanières, hein, donc des lanières qui font habituellement en moyenne 100 mètres, qui peuvent aller jusqu'à même 200 mètres de longueur sur quelques mètres de large. Vous voyez, donc on est vraiment sur un émiettement absolument extraordinaire, ces lanières étant organisées dans des faisceaux, hein, ce qu'on appelle des quartiers de culture, des faisceaux. Hein, et là, ici, eh bien, il n'y a pas de fossé, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de haie, il n'y a rien qui permet de distinguer la parcelle que possèdent deux voisins. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet émiettement, donc, eh bien, on le retrouve dans l'exploitation de la terre. Si on prend le cas, par exemple, d'une métairie, on est en 1696, donc une métairie, c'est une ferme en Beauce. Hein. Une métairie, la métairie du Cheval Bardé, par exemple, ici, eh bien, l'ensemble de ces petites miettes, vous voyez, ces petits rectangles, ces petites lignes, constituent en fait les champs de l'exploitation. Donc ça veut dire que le paysan va, pour labourer, par exemple, eh bien, il va passer d'une lanière à une autre. Quand il a fini une lanière, eh ben, il fait 50 mètres, 100 mètres, et il va rejoindre la lanière la plus proche. Et c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord? Donc, et ça, ce système-là, il est beauceron, mais en fait, il n'est pas proprement beauceron. Hein. Vous pouvez aller, vous allez donc au nord de Paris, vous allez dans la plaine de Caen, vous allez partout. Hein. C'est comme ça que c'est organisé. On a une explosion, un émiettement extraordinaire. Et ce qui est quand même tout à fait étonnant, c'est que tout cela fonctionne sans qu'on en ressente le besoin à un moment donné, tout simplement, de déterminer une limite et de dire, bah, ici c'est chez moi, là, ici c'est chez toi. Hein. Alors, ce système-là que je vous montre à partir d'un terrier de 1696, l'examen des sources pour la période médiévale, puisqu'on va aller vers le Moyen-Âge, l'examen de la période médiévale, en fait, démontre que ce système-là existe déjà au XIIIe, XIVe, XVe siècle. Hein. On a un parcellaire qui est tout à fait similaire. Hein. En tout cas, et un système tout à fait similaire. Et ce qui est tout à fait remarquable, hein, c'est que en même temps, ces mêmes métayers, enfin fermiers, hein, et ces paysans, eh bien, ils ont des bêtes, ils ont des moutons. Et par exemple, on a en 1469 sur le même territoire, le territoire de Toury, eh bien, par les comptes de dîmes, donc en 1469-70, si mes souvenirs sont bons, ces comptes de dîmes, eh bien, nous permettent de voir hein, ce qui est versé aux moines de Saint-Denis en toison et agneaux nouveau-nés. Et si vous comptez que la dîme, c'est environ un dixième, on n'a pas le taux exact, on va dire 10%. Si vous multipliez donc par 10 le total de ce qui est versé dans cette seule année, 1469-1470, en toison et agneaux, on a en fait un cheptel d'1 millier de têtes à peu près. Hein. Donc, si on prend l'ensemble de la Beauce, hein, ce sont des dizaines de milliers de moutons hein, qui sont présents absolument partout. Donc en fait, la Beauce, c'est un pays aujourd'hui qui nous apparaît comme céréalier. On parle de grenier à blé de Paris. En fait, si vous voulez, c'est un pays d'élevage. Et simplement, là, on ne parle pas d'herbage. Hein. Donc on est sur quelque chose d'autre, et est-on vraiment sur quelque chose d'autre justement hein. On va préciser. Donc
Le champ est ouvert, mais sous quelles conditions? Est-il véritablement si ouvert que cela? Parce qu'il y a l'apparence, et puis après, il y a peut-être le fonctionnement effectif, comment ça fonctionne exactement. Alors déjà, en fait, ce système de l'open field, il a été décrit beaucoup à partir du XVIIIe siècle. À partir du XVIIIe siècle, en fait, c'est les physiocrates qui se posent la question du fonctionnement de ces campagnes et qui, dans un objectif d'accroissement de la production, d'amélioration des rendements, qui font de la recherche, sont des chercheurs véritablement, pour améliorer ces rendements, tout simplement dans un objectif d'approvisionnement des villes, d'approvisionnement des populations, pour essayer d'éliminer les problèmes de disette et bien sûr de famine, qui sont toujours une épée de Damoclès sur. Il suffit de voir la veille de la Révolution, la Grande Peur, justement, cette question de l'approvisionnement en grains du marché des céréales est vraiment fondamentale. Et donc, les chercheurs, au 19e et au 20e siècle, quelqu'un comme Marc Bloch, par exemple, qui va beaucoup travailler sur cette question du paysage, le pays d'open field, les pays d'open field, les pays de bocage, les pays donc avec des intermédiaires en quelque sorte, eh bien lui, il va beaucoup justement récupérer ces explications de ces physiocrates pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et donc là, par exemple, dans les caractères originaux, il parle de la conspiration des champs et de la vaine pâture. Vraiment, la conspiration, là pour le coup, il se laisse complètement entraîner dans le discours des physiocrates. Qu'est-ce que c'est que cette conspiration? C'est de dire que, en fait, les formes du paysage impliquent nécessairement des organisations communautaires qui obligent en fait l'individu, chaque paysan, chaque propriétaire, je mets le mot, possesseur, en tout cas chaque exploitant plutôt, a forcément collaboré avec son voisin, avec ses voisins. Et donc on en arrive à la question de l'assolement. De l'assolement et de la régime d'assolement obligatoire, c'est-à-dire que chacun pratique la rotation, mais comme en fait il est impossible, les terres sont tellement imbriquées les unes dans les autres, et les parcelles de terre sont tellement petites qu'il est impossible de les enclore pour les privatiser pour son propre cheptel, eh bien il faut dégager en fait des zones très larges, très vastes, pour la dépaissance des troupeaux, lorsque il n'y a plus les cultures, lorsqu'il y a eu la moisson et que les champs se libèrent et que on va amener les troupeaux pour brouter les herbes folles qui se développent très très vite dans les champs. Et donc là, j'ai souligné en rouge cette expression, la forme des champs et la pratique de la vaine pâture conspiraient avec une vigueur égale à imposer l'assolement commun. Donc ça veut dire un effacement, d'une certaine manière, des droits de chaque exploitant au profit du collectif. Donc ça, c'est la Vulgate. C'est la Vulgate. Alors, qu'est-ce que c'est que la vaine pâture? La vaine pâture, en fait, c'est quelque chose ce qui est très intéressant, c'est quand on regarde les coutumes d'Ancien Régime, en fait, la vaine pâture, elle a lieu, elle existe partout. Et ce qui est très intéressant, c'est que la vaine pâture, on la trouve si bien dans les pays dits d'open field que dans les pays qui ne sont pas dits d'open field. Elle est universelle. On la trouve absolument partout. Et ça, déjà, c'est quelque chose qui doit nous alerter. Pour les coutumes du Nivernais, par exemple, Guy Coqui, donc un juriste du XVIe siècle, l'une des principales polices de ce ménage des champs est le package du bétail en vaine pâture. Lequel droit de vaine pâture est tel que chacun peut envoyer son bétail packagé en héritage, donc propriété d'autrui, autant que par la coutume il n'est de défense, même outre le gré du propriétaire. Même outre le gré du propriétaire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Sinon que l'héritage soit clos ou bouché. Alors ça, c'est vraiment très intéressant, là aussi, c'est que quand on regarde bien ces coutumes, il y a toujours des restrictions en réalité. C'est-à-dire qu'on dit que ce droit de vaine pâture
eh bien, il s'impose au propriétaire, et en même temps, il y a une restriction, sinon que l'héritage soit clos ou bouché. Et là, on en arrive à la question à la question de la clôture. Comment on clôt une parcelle? On va y revenir. Alors, le Hainaut a très bien été étudié par Gérard Sivry et qui montre justement qu'une partie du Hainaut va passer va être comment dire, transformée, va passer du régime d'open field, de champ ouvert, à un régime, à un paysage de bocage à partir du XVe siècle. Enfin, ça commence au XIIIe, mais ça se développe vraiment à partir du XVe siècle. Une espèce de système des enclosures, en fait, hein, comme on les a en Angleterre. Et donc, il étudie parfaitement bien, alors surtout à partir des comptabilités. Et donc, il a une approche très économique de ces questions. Alors, si on va voir les coutumes, par exemple, en Hainaut, les coutumes de Gemap, 1328, item peut avoir chacun manant et habitant, chef d'hôtel demeurant en la ville et autrement niant, de bêtes, tant sur la commune pâture, donc la veine pâture, qu'il lui plaît, mais que ce soit sienne, sans fraude, et que soit vache donnant lait, qu'il tienne par levier ou à nourrichon, sans fraude, ou truie, ou cisoie, ou le jarre à nourrichon et non plus. Donc, et on retrouve à Landrecy, en 1196, donc on est toujours en Hainaut, 12e siècle, donc là j'ai traduit, et que les usages et les packages communs, tant dans les emblavures que dans les prés et dans les forêts, sauf celles qui ont été coupées récemment, demeurent sans diminution dans leur ancien statut, les packages communs. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que vous voyez ces packages communs, cette veine pâture, tant dans les emblavures que dans les prés et dans les forêts. C'est-à-dire que ce package commun, et là ce qui est très intéressant, c'est que les champs sont intégrés aux herbages. En fait, il y a trois statuts, il y a des espaces en emblavé, des espaces en herbe, des espaces de bois. Eh bien, en fait, ce droit de veine pâture, il est le même de toute façon, quel que soit de toute façon ce qu'on cultive. Et pour ce qui est, par exemple, de la Beauce, donc c'est la coutume d'Orléans, hein, fin du XVe siècle, hein, on retrouve la réglementation de la veine pâture avec toujours des restrictions. Alors, quelles sont ces restrictions? Premièrement, en nul temps, on ne peut mener pâturer ses bêtes en héritage tenu en fief. Alors, donc ici, il distingue ici deux statuts. Le statut, on va dire, des terres réputées en fief, donc nobles, et les terres roturières. Celles qui sont en fief et qui sont joignants au manoir, donc il faut qu'elles soient contiguës au manoir, tenues en fief dont ils font domaine. Donc là, elles sont exclues, retirées de la veine pâture. Mais s'ils sont séparés du dit manoir, donc, mais s'il n'y a pas de contiguïté avec le manoir, avec la maison du seigneur, à ce moment-là, ces terres rejoignent le droit commun de la veine pâture. En terre veine roturière, les habitants d'une paroisse peuvent mener pâturer leurs bêtes de leur creux. Alors, c'est important de leur creux parce que on peut aussi prendre des troupeaux en garde de gens qui sont d'ailleurs. Donc, des bêtes de leur creux, c'est des bêtes, c'est leur troupeau à eux. C'est pas des troupeaux qui prennent des bêtes d'ailleurs d'étrangers qui leur sont confiés. Donc là, on lutte contre les possibles débordements. Donc, les habitants d'une paroisse peuvent mener pâturer les bêtes de leur creux, nourriture, et pour leur usage jusqu'aux clochers des paroisses joignant et voisines tenant à eux, sinon que les terres soient closes ou fossoyées. On retrouve encore cette question de la clôture. Pourtant, on est en Beauce, hein. Sinon que leurs terres soient closes ou fossoyées. Donc, dès qu'il y a une clôture, c'est soustrait de la veine pâture. Et sont dites terres vaines où il n'y a aucune semence. Toutefois, alors là, ça c'est vraiment très très important, cette restriction, toutefois, peut défendre le laboureur de la terre où il y a chaume. Qu'est-ce que ça veut dire? D'une certaine manière, on a l'impression que ces derniers mots-là, ils annulent tout ce qu'on vient de dire avant. C'est-à-dire que si l'exploitant il ne veut pas que les bêtes aillent sur sa terre, eh bien, la terre est soustraite automatiquement de la veine pâture. Ça fait réfléchir justement sur comment ça fonctionne. Si jamais un exploitant souhaite que ça soit soustrait.
Et surtout, ça porte la question de la contrainte collective. Finalement, cette conspiration dont parlait Marc Bloch, il y a visiblement possibilité de faire autrement. Et on va le voir, en fait, on faisait aussi autrement. Et de manière assez courante. Alors pourquoi ça ne marche pas? Ah si. Voilà. Alors, ce dont parlait aussi cet extrait là juste avant, c'est aussi, c'est ce qu'on appelle le parcours, c'est-à-dire une vaine pâture, mais qui est généralisée à une échelle intercommunautaire entre deux paroisses. Par exemple, ici, on est en Picardie, entre Salèche et Poix, en 1202. Eh bien, les hommes de Salèche, que les hommes de Salèche aient la pâture et l'usage commun avec les hommes de Poix dans l'ensemble de la Vourie et la terre du seigneur de Bouzy, et que les hommes de Poix aient la même chose dans le territoire de Salèche. Donc, si vous voulez, Salèche ouvre ses terres aux hommes de Poix, et les hommes de Poix, en contrepartie, ouvrent leurs terres aux troupeaux qui viennent des gens de Salèche. Ça donne, par exemple, pour Toury, selon la coutume qui est déterminée dans la coutume d'Orléans, ce qui est déterminé dans la coutume d'Orléans, où en fait le parcours, eh bien, le parcours est délimité par les clochers des paroisses voisines. Vous avez en fait un super territoire qui se surimpose au territoire de la communauté de Toury. Vous avez le territoire de la communauté de Toury. Donc ça, c'est les terres qui sont théoriquement contrôlées par la communauté de Toury, mais en réalité, les bêtes de Toury, des gens de Toury, elles ont droit de dépasser cette limite pour aller jusque, eh bien, cette ligne fictive qui est marquée entre les clochers de Oinville et Janville, Janville et Poinville, Poinville-Tivernon, Tivernon-Chaussy, Chaussy-Théier, Théier-Saint-Péravy et Saint-Péravy-Oinville. Donc un super territoire qui se surimpose à un territoire. Et en réalité, ce qui est très intéressant, c'est que c'est ce territoire-là qui est effectif. Parce que le territoire de la paroisse, en fait, ce territoire paroissial, en réalité, il n'a pas vraiment de sens. En termes agraires, ça n'a aucun sens. Le véritable territoire du pacage du cheptel de Toury, ce millier de têtes, c'est celui-là. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les gens de Chaussy, par exemple, eh bien, eux, ils vont avoir un territoire de pacage qui va partir de Tivernon et va aller à Toury, et Toury-Théier. Vous imaginez, ils récupèrent tout ça. Alors que, en revanche, sur le territoire de Chaussy, les cheptels de Toury ne récupèrent qu'un petit morceau, de rien du tout. Je ne sais pas, vous voyez, c'est ce petit morceau. Tandis que les gens de Chaussy récupèrent un territoire immense. Mais en fait, ça n'a aucune importance, au final, puisqu'on est sur quelque chose de géométrique et d'une réciprocité, puisque ça se fait à l'échelle carrément de l'ensemble de la Beauce. Donc on a une nouvelle géographie qui apparaît de cette manière-là. Par ces coutumes. Alors, ce qui est intéressant, c'est les procès. Alors là, vraiment, les procès, ce qui est très intéressant, c'est que les coutumes, elles nous donnent une norme, et les procès nous permettent d'approcher la réalité donc la pratique, dont on parlait tout à l'heure, les fameux actes de la pratique, nous permettent de comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. Alors là, ici, j'ai été récupérer justement les textes que Marc Bloch utilise dans les caractères originaux pour justement expliquer ce régime de contrainte communautaire. Et il utilise en particulier un texte très intéressant du milieu du XIIIe siècle. J'ai oublié de mettre la date exacte, je vous prie de m'en excuser, à moins que ce soit caché en haut, je ne sais plus. Mais on est au milieu du XIIIe siècle. Ah ben non, 1261, pardon, 1261. On est en Brie ici. On est en Brie. Et ici, c'est le prieur de Saint-Sauveur de Meaux, qui, en fait, est en conflit avec les hommes d'une communauté, de la communauté de Rochette, Comines des Rochettas. Et donc, en fait, ce prieur de Saint-Sauveur, il a une parcelle. Alors, on ne sait absolument pas la quantité de terre dont il s'agit. On sait juste que c'est donc Coas das Terras,
donc Soas, donc c'est des terres qui lui appartiennent, qui sont situées juste à côté de Rochette. Donc la question de la distance est ici importante. Et il souhaite en fait ces terres, il souhaite les emblaver. Enfin, c'est comme ça que je le comprends et que l'a compris Marc Bloch. En fait, tradere ad agriculturam. On ne sait pas quel est le statut de ces terres, on ne sait pas si ce sont des bois, on ne sait pas si c'est une lande, on ne sait pas si c'est un marais, on ne sait pas trop ce que c'est. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il veut en fait en faire une emblavure. Et les hommes de Rochette, ils s'y opposent. Ils s'y opposent parce qu'ils disent qu'il n'a pas le droit de le faire, parce qu'à cet endroit-là, c'est leurs usages qui s'imposent. Cum aberrent ibi usagium suum ad pascuo animalium, et des usages de dépaissance. Les hommes de Rochette, collectivement, ils possèdent les droits de dépaissance sur cette terre-là, même si, en fait, eux-mêmes ne possèdent pas cette terre-là. D'accord. Et le prieur, il dit, non, mais attendez, c'est chez moi. D'ailleurs, j'ai des chartes, hein, c'est une donation royale, c'est à moi. Donc, il dit, j'ai le droit de faire ce que je veux. Alors, ce qui est très intéressant, c'est le règlement. Le règlement, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit que, en fait, il coupe la poire en deux. Et c'est quelque chose qui est intéressant parce que c'est régulier. C'est-à-dire qu'on rappelle ce droit de propriété, justement, qu'effectivement, le prieur de Saint-Sauveur, il possède cette terre et donc il a le droit d'y faire ce qu'il veut. Mais il a l'obligation d'ouvrir la parcelle à la veine pâture. Donc, il a l'obligation d'ouvrir, parce que comme elle rejoint finalement le statut commun des terres, en quelque sorte, donc il a l'obligation d'ouvrir la parcelle à la veine pâture des troupeaux, des bêtes, de la communauté, dès lors que la parcelle n'est pas ensemencée, évidemment. C'est-à-dire que quand elle a été moissonnée, quand elle est vaine et vide, comme on dit dans les coutumes, qu'elle ne porte pas de récolte, eh bien, de toute façon, il ne peut pas s'opposer au passage des troupeaux. Donc, vous voyez un petit peu ce règlement qui se met en place. La mise en défense des... c'est pénible ce truc. Donc des usages locaux. Alors, des usages locaux, c'est très intéressant, c'est au 19e siècle, justement. Après la Révolution française, en fait, ces coutumes, elles ne cessent pas. C'est ce que disait Gérard Schoucker, c'est qu'en fait, la Révolution française n'abolit absolument pas les coutumes, ces usages agraires. Et donc, au 19e siècle, on essaye de savoir ce qu'il en est, de faire un peu le ménage. Et donc, un petit peu partout en France, et d'ailleurs Marc Bloch va se servir beaucoup de ces recueils d'usages locaux. Et donc, au chapitre 8 pour la Beauce, par exemple, les usages locaux de Réloir, les terres sur lesquelles la veine pâture est interdite sont ordinairement indiquées par des piquets, et c'est là où je reviens à la limite, à la barrière. Les terres sur lesquelles la veine pâture est interdite sont ordinairement indiquées par des piquets entourés de paille ou de baguettes avec feuilles. On a recours à ce moyen lorsque l'état d'ensemencement de la terre n'est pas apparent. Donc, alors je vais vous dire, les archéologues, accrochez-vous pour retrouver des barrières, parce que ça ne laisse pas beaucoup de traces. En fait, et donc le propriétaire, l'exploitant qui souhaite véritablement interdire, parce qu'il faut comprendre que dans ces campagnes, on fait aussi des cultures dérobées. En fait, il y a un tas de choses qu'on ne voit pas, tout simplement parce qu'elles ne sont pas déclarées, qu'on fait, et l'exploitant peut très bien ne pas vouloir que les bêtes approchent tout simplement de sa parcelle. Et il prévient le berger par un avertissement qui est très très bien expliqué en fait dans un témoignage d'un berger qui a été donc un entretien qui a été mené en 1983 d'un berger donc à Beauceron qui explique là ici que dans la Beauce d'autrefois, alors les fermiers indiquaient les parcelles interdites au package en marquant leurs chintres. Et les chintres, c'est quoi? Ce sont les crêtes de labour, ce sont ce qu'on appelle les headlands, les Ackerberg, ces sommières, tétières, etc. C'est différents noms qu'on rencontre, c'est-à-dire ces monticules, ces talus qui sont constitués au bout des lanières, et c'est l'endroit où tourne la charrue. Et en fait, ça c'est une limite. Et ça c'est une limite visible. Et sur cet endroit-là, au bout des lanières, eh bien, lorsqu'on souhaitait que le berger fasse attention, ne passe pas, eh bien, on mettait des piquets, des panneaux indicateurs en réalité, des panneaux indicateurs pour dire attention ici,
sur cette bande-là, il ne faut pas que le troupeau passe. Alors, comment ça pouvait se passer? Eh bien, les pratiques. La pratique tout simplement du parquage. C'est-à-dire que ces troupeaux, là au début, il y a une image qui est un peu romantique, la première image où vous voyez les bestiaux là, qui sont dans les champs en liberté, on ne voit même pas le berger, ils sont toutes seules. En réalité, ce troupeau, il est parqué. C'est-à-dire que les bêtes, elles ne divaguent jamais librement, sauf pour aller d'un point à un autre, mais une fois qu'on arrive sur le lieu de package, elles sont parquées. Elles sont parquées dans ce système, donc vous voyez, je sais pas si on voit bien. Donc là, ici, c'est Jean de Brie, donc un traité de bon berger, un traité de l'élevage du XIVe siècle. Donc des clés mobiles qui sont amenées par le berger sur place. Et en fait, on parque les troupeaux et on fume les terres en fait en déplaçant le parc d'un endroit à l'autre. Donc là aussi, ici, ça laisse une trace archéologique, bien sûr. On le retrouve toujours au XIXe siècle. Donc ça, c'est une pratique qu'on a bien attestée au Moyen-Âge et qui est pratiquée jusqu'à la première moitié, jusqu'au grand remembrement, en fait, du milieu du XXe siècle. C'est comme ça qu'on pratique. Donc, avec les clés mobiles, ici, on les voit très, très bien. Et si vous regardez bien derrière, en fait, ce parc ici, il est presque au contact d'une parcelle. Alors, ça ne se voit pas très bien, la qualité est nulle, mais en fait, on est au contact d'une parcelle cultivée derrière. Et c'est très intéressant parce que ça permet un package très précis, en fait, du territoire. Puisqu'en fait, on mène le troupeau qui ne peut pas, pour l'empêcher de déborder sur les endroits parcellaires, les parcelles qui sont interdites. Et cette pratique du parquage, elle est parfaitement expliquée par Émile Zola dans La Terre, qui est qui se documentait vraiment d'une manière extraordinaire sur tous les terrains sur lesquels il partait. Et il explique bien justement le parcellaire mobile de l'élevage. Donc ce que j'appelle le parcellaire mobile, c'est-à-dire que vous avez des parcelles, en fait le parc bouge et bouger, et finalement c'est là aussi une juxtaposition en quelque sorte de petites parcelles de package qui bougent progressivement à mesure qu'il faut faire avancer le troupeau pour le nourrir. Donc en fait, quel est le rôle de la communauté? Parce que on a vu tout à l'heure Marc Bloch soulignait donc ce poids, cette tyrannie de la communauté. Quel est le poids de la communauté? Eh bien, en fait, la communauté, elle n'est pas là pour contraindre, elle est là pour gérer des flux. Elle est là pour organiser, finalement, sur le territoire, ces flux. C'est pour ça que, d'ailleurs, on ne trouve jamais les fameuses contraintes de sol, on ne les trouve jamais dans les polices rurales. Donc on va y revenir tout à l'heure. Une garantie absolue d'abord. Quand on a des règlements de police rurale, qu'est-ce qu'on trouve? Systématiquement, on trouve d'abord la protection des récoltes. La communauté garantit absolument la protection de la récolte. C'est la règle numéro 1. Il faut absolument que les récoltes soient protégées. Et donc, seigneurs et villageois s'entendent pour assurer la défense des récoltes de foin et de grains, pas seulement les emblavures, mais aussi les herbages. Contre les empiètements des troupeaux, ainsi paradoxalement, cette réglementation affirme au moins autant la force du droit des tenanciers et du fruitier, particulièrement du sol, que celle des communautés. C'est-à-dire qu'en fait, la communauté, elle est là pour garantir absolument que le bien de chacun sera sauvegardé de la dent de l'élevage. Donc là, ici, par exemple, le record de coutume de Bourg, donc on est au XIVe siècle dans le Hainaut. Encore, je vous dis, maire, que si un char ou une charrette, un ou plusieurs, soit trouvé charriant dans les biens et labour d'autrui et ahant d'autrui, un char serait à 5 sous et une charrette à 2 sous. Donc ici, on gère les flux, les passages des charrettes, des chars, eh bien, de telle période à telle période, elles n'ont pas le droit de passer sur les terres.
Encore, je vous dis, mère, si bête était trouvée en bien et à en d'autrui, leur dommage faisant, un cheval pris du messier serait à 2 sous, etc. Encore, je vous dis, mère, si blanche bête, donc des moutons, était trouvée, est-ce bien et à an d'autrui, leur dommage faisant comme dessus est dit, et qu'elles fuissent prises par le messier, le fouc, donc c'est le troupeau, serait à 5 sous, etc. Donc, les agents, les messiers, les fameux messiers, bouviers, porchers, communs, par exemple, eh bien, sont assermentés de la police rurale. Alors, j'ai pris ici des exemples dans les chartes coutumes du Hainaut, mais en fait, on retrouve des choses comme ça, bien sûr, en Beauce, en Brie et ailleurs. Hein, dans tout, donc, à Tritémin, on n'est pas loin de Valenciennes. Item doit avoir un messier à Trite et 2 messiers à main, lesquels doivent être élus par le mailleur et échevin, les hahaneurs, donc les laboureurs, et les bonnes gens des dites villes, et sermentés par les mains du mailleur, du maire, etc. Le banc agricole, comment va-t-on réglementer les passages? En fonction d'un calendrier. Donc le temps est régulateur. Donc le couvre-feu au temps de moisson, on doit commencer lorsque on n'a pas le droit de circuler, de circuler à travers champs, d'aller dans les champs lorsque comment dire, lorsqu'il n'y a pas de lumière. Donc on commence lorsque la cloche sonne au matin et lorsque la cloche sonne le soir, on arrête. Absolument. Par exemple, à Onin et Carouble, pareil, on est du côté de Valenciennes, 1248. En tant que voilà ça. Donc autant que de moissons, voilà ça, autant des moissons. Celui qui sortirait des villes et des champs, les chars et les charrettes ou les chevaux pour apporter ou pour charrier, puis que la cloche sonnerait, qu'on doit sonner au soleil couchant, il serait d'amende à 5 sous. Donc, et ça, c'est partout, partout. D'accord, ok, j'arrive à la fin. Donc, le calendrier et le calendrier de déclôture et renclôture des champs. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qu'il faut absolument, c'est protéger lorsqu'il y a récolte, ce qui est important, c'est qu'il faut absolument empêcher les bêtes qui pourtant sont bien là et qui vont aller sur des espaces de pâture communes, eh bien, qui doivent passer. Il faut absolument protéger les récoltes et il faut protéger toutes les parcelles qui sont fermées et qui sont indiquées comme fermées par le propriétaire. Donc, si strict contrôle des accès, donc conditions d'utilisation des voies d'accès, la communauté interdit ou impose le passage, par exemple à Aubourg au milieu du XIVe siècle, encore à une voie menant au-dessus le Moustier, allant à Couilluto, entrant Esgroix et accordant à la voie de Goutigny, Issel et Cariale, donc on peut passer avec une charrette, à vide, Estol de Blé et de Mars Piessante. La Piessante, c'est le sentier. Le sentier, c'est-à-dire qu'il y a une période où on peut y aller franchement, et il y a une période là où en revanche il faut faire très attention, et là pour le coup, on doit rester sur le sentier absolument, on n'a pas le droit de déborder. Donc, défendre son bien, en fait, la question c'est la charge de la clôture et de la renclôture. Qui a la charge de la défense du champ qui a du blé, ou alors du champ sur lequel on a une récolte à venir, ou en tout cas où le laboureur a bien indiqué qu'il ne voulait absolument pas que le troupeau passe, en dépit pourtant de l'assolement. Par exemple, à Onin et Carouble, qui n'aura ses frettes, les frettes c'est la barrière, qui n'aura ses frettes relevées dedans l'entrée de mai, là où on les doit relever, d'accord, où le banc communautaire a dit qu'il fallait remettre les barrières, celui qui ne l'a pas fait, eh bien, il est à l'amende. Donc, alors ça se retrouve absolument partout. Et donc, justement, ce qui est très intéressant, c'est que pour le Hainaut, il se trouve que Gérard Sivry a travaillé sur ces choses-là, et on a des sources qui nous montrent justement la question des rois, hein, de ces systèmes d'assolement, hein, qui sont extraordinaires et qui sont, pour dire ça, attestés en France rigoureusement, vraiment dans le Hainaut, parce qu'ailleurs, on est sur de l'assolement par quartier. Donc, à partir de ces sources, il a pu reconstituer le plan d'assolement, et donc vous voyez avec les sols, les 3 sols, et puis ici, tout ça là,
Tout ça, c'est ce qu'on appelle les varechers, c'est-à-dire ce sont les pâturages communs. Et en fait, qu'est-ce qui est réglementé? C'est le passage des troupeaux pour aller dans ces varechers lorsqu'on doit faire circuler le troupeau. Et la question, c'est la clôture, renclôture, en réalité, de tout ce qui est au contact avec les espaces de dépaissance. Qui doit ouvrir, qui doit fermer. Donc ça, je passe. Et pour arriver ici sur, par exemple, alors, quelque chose qui est absolument extraordinaire, c'est que la réglementation de l'assolement n'existe pas, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui impose à quiconque de faire quoi que ce soit au même moment sur sa terre. En revanche, la réglementation, quand elle existe, et là, ici, une seule fois, on trouve dans le Hainaut une réglementation du dessolement pour Carmois à Moutier-les-Franes, 15 février 1498-1499. Là, ce qui est tout à fait extraordinaire, ça s'appelle de non-froichier terre à Guesquière, donc de ne pas dessoler des terres qui sont en jachère. Mais que dit le texte? De même, si une personne dessole, donc ne respecte pas l'assolement, donc fait une culture sur une terre qui devrait être en jachère, et donc théoriquement ouverte à la veine pâture. Une pièce de terre qui dut être guesquière en plume couture. Il n'y eut point un bonnier. Si elle est plus petite d'un bonnier, il enclore le doigt l'héritier. Donc le propriétaire de la terre, ou le censier, l'exploitant ou le propriétaire ont la charge de la clôture. Et si la pièce contient un bonnier ou plus, en revanche, si la terre est plus grande qu'une superficie de un bonnier, à ce moment-là, c'est au berger de faire attention à ne pas passer sur la terre. Donc ici, en fait, ce règlement qui semble être une interdiction de dessolement n'est pas une interdiction de dessolement, mais une explication, une explicitation de la coutume pour dire, ben voilà, qui a la charge de la clôture. Si c'est une petite parcelle, c'est le propriétaire ou l'exploitant de la terre qui doit protéger. En revanche, si cette parcelle est importante dans le territoire, à ce moment-là, c'est au berger de faire attention et ça n'est pas au propriétaire ou à l'exploitant de protéger, qui a la charge de la protection. Je passe sur ces choses-là, juste pour dire que, parce que là, il faut vraiment y aller, ouais, je suis désolé. Pour dire qu'en fait, dans les baux, on a ces interdictions de dessoler, et en réalité, quand on regarde un petit peu dans les usages locaux locaux explicites, et disent qu'en fait, il est interdit de dessoler les 3 dernières années un fermier, donc sur un contrat de 9 ans, par exemple, un bail de 9 ans, il peut dessoler tout, il peut dessoler. Il fait ce qu'il veut sur ses terres. En revanche, les 3 dernières années, il doit revenir sur l'assolement normal des terres pratiquées autour de lui. Donc ça veut dire que, en fait, cette liberté agraire, elle existe bien, elle est très très forte dans ces pays pourtant communautaires. Et ce qui est très intéressant, c'est que il n'y a pas de clôture, mais en fait, ces clôtures, elles sont partout. Et simplement, elles sont très légères, elles sont transportables, et dans les têtes, elles sont partout aussi, c'est-à-dire que vraiment, la question de l'ouverture ou de la fermeture est vraiment fondamentale. Voilà, c'est terminé. Merci beaucoup, Samuel. Je me posais une question sur, comme tu disais, donc cette veine pâture, elle apporte de la fumure sur les parcelles. Tout à fait. Et du coup, ça peut être vu comme un avantage, quelque chose de positif pour les cultures. Donc, les propriétaires qui finalement s'opposent donc à l'utilisation de leurs parcelles pour la veine pâture se privent de cette fumure. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont leur propre troupeau et ils veulent comme ça gérer à l'échelle de leurs propres ressources cette question de l'amendement, ou est-ce que
c'est lié à d'autres choses. Voilà. Comment ils compensent cette perte qui fait que c'est quand même intéressant qu'il y ait de la végétation? Alors, souvent la fermeture de la terre, elle s'explique par le fait qu'on va faire de la culture dérobée. Et souvent, ce qu'on installe, ce sont des légumineuses en réalité, et elles sont complètement sous-évaluées, hein, parce qu'en fait, on les voit pas, on n'en parle pas, on les voit apparaître de temps en temps dans quelques chartes, mais on en parle très très peu parce que tout simplement, elles ne font pas l'objet du prélèvement seigneurial. Il est très rare de voir un seigneur qui demande un sac de fèves. D'accord. Et pourtant, donc on en voit de temps en temps, hein, mais enfin c'est quand même très rare. Et en fait, je crois que c'est un phénomène qui est beaucoup plus important, qui passe sous les radars. Ça, c'est une première réponse. C'est-à-dire que ces légumineuses, elles sont très importantes aussi pour la régénération des sols, puisque ce sont des plantes qui fixent l'azote. Hein. Donc ça, c'est une première chose. Bon, ensuite, il y a une autre chose aussi, c'est que de toute façon, cet amendement qui se fait de loin en loin par les troupeaux de moutons, c'est quand même un amendement pauvre. C'est très très pauvre. Donc c'est pas non plus une perte extraordinaire. Et puis la question du fumier aussi, de la gestion des fumiers. En réalité, on est sur des sociétés qui souffrent du déficit d'amendement. Et donc quand on doit fumer des parcelles, on fume pas les parcelles qui sont loin, enfin, on concentre la fumure sur les jardins, les courtils, qui sont immédiatement autour, derrière la maison. Hein. Et je dirais, c'est là que, alors là, ça a été très bien vu en Flandre, ça a été très travaillé, c'est là qu'on a les parcelles productives les plus riches. En fait, elles sont immédiatement accolées. C'est ce qu'on appelle les closeaux en Beauce, par exemple, hein, et qui sont, alors là, pour le coup, rigoureusement très protégés. Alors là, par des haies. Les seuls endroits où vous avez des haies, des murs en Beauce et une fermeture permanente et absolue par rapport aux troupeaux, c'est autour des maisons et autour du village. Là, en revanche, vous avez une espèce d'oasis de culture permanente avec une concentration de l'utilisation des amendements. Donc en fait, il est très rare de toute façon qu'on amende les terres en dehors, enfin on les amende, mais de manière très très légère, hein, et c'est pas une énorme perte. En revanche, l'utilisation de ces légumineuses dès la période médiévale, hein, et bien avant la révolution verte donc de la période moderne, en fait on a compris très très bien tout l'avantage qu'il y a à cultiver des légumineuses. Oui, quand vous disiez que cette utilisation passe sous les radars, et elle est passée sous les radars des textes, parce que justement, ça ne rentrait pas dans les prélèvements, dans les demandes. En revanche, l'archéologie, depuis qu'on fait de l'archéologie préventive, il y a énormément de données là-dessus, et ça a été mis en avant dans beaucoup de publications et de synthèses pour la moitié nord de la France, absolument très bien. Et je crois que, je pense que l'un des moyens de les voir, ces cultures dérobées, c'est justement d'aller dans ces règlements. Parce que ce qu'on réglemente véritablement, c'est la protection en fait, on a surévalué justement la veine pâture. C'est-à-dire que cette veine pâture, elle est toujours limitée quand même par la possibilité qu'a l'exploitant, le propriétaire de la terre, malgré tout, d'empêcher le passage des troupeaux, parce que la règle numéro 1, c'est protéger la récolte. On a peut-être la place pour une question. Je vérifie juste s'il n'y a pas des questions en ligne, mais il n'y en avait pas tout à l'heure. Oui, vous pouvez vous approcher, s'il vous plaît. Oui, j'ai l'impression, Samuel, que ce système donne à avoir un système global, complet, très riche. Et dans cet esprit-là, je me demandais si l'émiettement des parcelles au début n'était pas aussi quelque chose de raisonné plus que subi. Dans le sens où, quand on divise ces parcelles sur une commune, une paroisse, on risque moins d'être attaqué, par exemple, par des insectes, par des intempéries, la grêle, et répartir ces cultures en plusieurs endroits, ça peut être aussi quelque chose éventuellement de choisi. Tout à fait. Alors,
c'est vrai on est dans des sociétés qui ne sont, nous, nos sociétés sont assurantielles, donc on a oublié tout simplement un certain nombre de principes de base qui est que il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Voilà, jamais dans ces sociétés-là. Donc effectivement, le fait de dispatcher ces activités aux quatre coins d'un territoire a cet avantage que si jamais à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, il y a une intempérie ou quoi que ce soit, on limite les pertes. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les pratiques agraires. Par exemple, la pratique du métail, c'est-à-dire la pratique de semer, par exemple, du froment et de l'orge ou du froment et du seigle, par exemple, qui sont des céréales qui sont moins recherchées, mais qui sont plus robustes. C'est que si jamais on a une année qui n'est pas favorable au froment, on aura moins la récolte de seigle. Si on est sur une année qui est très très favorable au froment, tant mieux. On aura une farine qui sera plus riche en froment et c'est tant mieux. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que il serait préférable de semer que du froment, mais c'est déraisonnable. Donc, on est toujours sur cette idée qu'il faut essayer de partager les risques. Il faut essayer de. Et donc, c'est vrai que cet éclatement, de cette manière-là, il se justifie. Alors après, est-ce que c'était réfléchi? Je crois que c'est la force de l'habitude. Alors, en revanche, à partir de la période moderne, 16e, 17e, et particulièrement pour la Beauce, on va avoir la construction des grandes fermes. Et là, pour le coup, on va avoir des gens, des seigneurs qui vont chercher à réunir les terres et à construire donc des grosses fermes avec des parcelles importantes. Donc on a aussi, alors que en fait les conditions, je dirais économiques et agraires n'ont pas fondamentalement changé. Voyez. Donc il y a aussi, il y a pas un déterminisme absolu. Il y a aussi des époques où on va avoir des gens qui vont rassembler les terres pour construire souvent justement des espaces de dépaissance qui soient à eux et pas aux autres. Et justement, c'est comme ça aussi que peut s'introduire l'individualisme et la lutte contre la vaine pâture à partir de certaines époques.